Nous avons en Europe des élites transatlantiques corrompues de manière continue. À mes yeux, cela a beaucoup à voir avec la deuxième guerre d'Irak en 2003. À l'époque, le chancelier allemand Gerhard Schröder, le président français Jacques Chirac et le président russe Vladimir Poutine ont décidé de ne pas participer à cette guerre d'agression illégale des Américains qui a fait des centaines de milliers de morts. À Washington, les cercles néoconservateurs de l'establishment de la politique étrangère ont décidé que cela ne devait pas se reproduire. Ils voulaient imposer la loyauté et ont remplacé le personnel. Aujourd'hui, nous voyons dans toute l'Europe des politiciens qui suivent cette politique américaine parce qu'ils ont fait carrière dans des organisations transatlantiques. Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Studies. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau chez Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir parler avec Patrick Barb, l'un des journalistes et intellectuels les plus importants d'Allemagne. Depuis des années, il s'engage publiquement sur le sujet du conflit en Ukraine, ainsi que sur le rôle des médias dans ce contexte. Patrick Barb est l'auteur du best-seller du Spiegel, Des deux côtés du front, dans lequel il relate ses expériences de voyage dans le Donbass. Il a également été rédacteur pendant de nombreuses années pour la Norddeutscher Rundfunk, ainsi que professeur dans 2 universités en Allemagne. Juste avant que nous commencions l'interview, il m'a dit que son nouveau livre intitulé « Propagande, presse, comment les médias et les plumitifs nous poussent à la guerre » allait sortir. Nous allons parler aujourd'hui de son travail et de ses analyses. Monsieur Barb, bienvenue. Bonjour Monsieur Lotaz, bon matin. Bonjour. Commençons peut-être par votre expérience en tant que journaliste et auteur, car il vous est arrivé beaucoup de choses ces dernières années. D'une part, en tant qu'ancien employé du NDR. D'autre part, vous venez de me dire que vos livres ne sont pas vendus partout en Allemagne, bien qu'ils soient officiellement des best-sellers sur la liste des best-sellers du Spiegel. À quoi cela est-il dû? Mit was hat das zu tun? Cela a à voir avec la soi-disant cancel culture, une culture de la censure et de la suppression du savoir. Les librairies, les médias et même les gouvernements suivent la propagande de l'OTAN. Un élément de cette propagande est de masquer le savoir. Mon accusation se dirige vers les médias, les appareils idéologiques en général et aussi vers le commerce. Ils mentent par omission. Un exemple est la plus grande librairie de Berlin, Dussmann, dans la Friedrichstraße. Mon livre des deux côtés du front via jetzt starten est vendu. Auf beiden Seiten der Front, meine Reisen in die Ukraine. Ein Buch, das berichtet aus der Westukraine, aber auch aus der... Un livre qui rapporte des nouvelles de l'ouest de l'Ukraine, mais aussi du Donbass, aujourd'hui occupé par les Russes, était à la 13e place de la liste des best-sellers du Spiegel. Dans l'étagère des best-sellers de Dussmann, les 12 premières places étaient présentes et indiquées. La 13e place était vide, le numéro avait été dévissé, et cela continuait avec la 14e place. Ici, on essaie de censurer un livre qui n'est explicitement pas en ligne avec le gouvernement, mais qui fait l'épreuve de la réalité sur le terrain. Cette épreuve de la réalité est supprimée parce que le commerce suit la propagande gouvernementale. Je sais aussi, et je peux le prouver, que des services secrets interviennent ici. Dass hier Geheimdienste intervenieren. Ob das beim deutschen Buchhandel so war, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, je ne peux pas dire si c'était le cas dans le commerce de livres allemands, mais je sais que les services secrets allemands se présentent chez les employeurs, les propriétaires et les banques et disent qu'ils ne veulent pas de problème. Nous aimerions voir ce compte fermé ou que vous fassiez ceci ou cela. C'est une personne controversée que nous surveillons. Par obéissance anticipée, les propriétaires, les employeurs ou les banques réagissent souvent et causent des ennuis aux personnes concernées. C'est un signe classique de dictature.
Und dies ist ein klassisches Zeichen einer Diktatur. Ich weiß nicht mehr, war es Olaf Scholz? Nein, wer war es, der verkündet hat, dass wir jetzt Je ne sais im pas. Westen Était-ce Deutschlands Olaf in Scholz? Zeiten leben? Non. Qui était-ce qui a annoncé que nous vivons maintenant dans la meilleure Allemagne de tous les temps? Et nous apprenons depuis des années que la censure dans les médias ne provient pas directement du gouvernement, qui dicte aux maisons de presse ce qu'elles peuvent publier ou non. Au lieu de cela, les médias se régulent par l'autocensure. L'État allemand agit de plus en plus brutalement contre les personnes qui ne se conforment pas à ce qui se passe. Cela a été extrêmement fort pendant le Covid. Et maintenant, d'après ce que j'entends de mes amis en Allemagne, également pendant la guerre en Ukraine, nous trouvons à nouveau des mécanismes de répression des dissidents dans la société. Comment expliquez-vous que d'une part, nous ayons cette proclamation de la meilleure Allemagne de tous les temps, et d'autre part, une application très claire et indéniable de mécanismes autoritaires dans l'État? Ein Anziehen dieser autoritären Mechanismen im Staate. Propagandasprüchen wie wir leben im Westen Deutschlands. Les slogans de propagande comme « Nous vivons dans la meilleure Allemagne de tous les temps » ne peuvent être répondus que par le Candide de Voltaire, qui, dans ce récit satirique, demande « Si c'est censé être la meilleure Allemagne de tous les temps, à quoi ressemblent donc les autres ?» Et ce n'est pas la meilleure Allemagne de tous les temps. En fait, le gouvernement de coalition est le pire gouvernement que la République fédérale d'Allemagne ait jamais eu, à mes yeux. Olaf Scholz est un chancelier du déclin économique. Il accepte sans objection l'attentat terroriste contre le pipeline Nord Stream en mer Baltique, prétendument par un allié, à savoir les États-Unis. Par les sanctions, il inflige de graves dommages à l'économie allemande et donc aussi aux gens ici. Le gouvernement de coalition est un gouvernement de post-démocratie qui réduit les droits fondamentaux, permet et renforce la censure. La loi de promotion de la démocratie de la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser est en réalité une loi de destruction de la démocratie. Si elle passe, cette loi devrait permettre de poursuivre pénalement les opposants politiques. Cela aussi est un signe classique d'une dictature et montre la direction que cela prend. Le gouvernement de coalition réduit lui-même les droits fondamentaux et détruit les bases économiques du pays. Ainsi, il prépare le terrain pour l'AfD. Und damit bereitet sie den Boden für die AfD. Tut sie das aus Dummheit? Le fait-elle par stupidité ou par complaisance envers des intérêts étrangers, en particulier ceux des États-Unis? Comment expliquez-vous ce déclin de l'Allemagne? Diesen Niedergang Deutschlands. Wie Goethes Gretchen. Comme Gretchen de Goethe, à moitié elle était attirée, à moitié elle s'effondrait. C'est bien sûr de la complaisance envers les États-Unis et les directives de Washington. Par le biais du cartel des partis au pouvoir, une politique de guerre et de démantèlement social doit être imposée, qui se retourne contre sa propre population. Mais c'est aussi la tentative de maintien au pouvoir d'un gouvernement extrêmement faible. Regardez les résultats électoraux du SPD. Et vous saurez lesquels sont faibles. Les véritables moteurs de cette dédémocratisation sont avant tout les Verts. Les Verts sont également le parti le plus corrompu par les intérêts transatlantiques. Si vous regardez Madame Lang et Madame Baerbock, vous voyez des personnes qui ne figurent peut-être pas directement sur la liste de paix de Washington, mais qui ont fait leur carrière avec le soutien d'organisations transatlantiques. Cela a des conséquences. Je suppose que ces personnes ne représentent plus les intérêts de la population allemande. Ce sont aussi des gens qui ont probablement déjà des postes plus élevés en vue. Il fut un temps où être chancelier fédéral ou ministre des Affaires étrangères était le summum de ce que l'on pouvait atteindre. Mais une femme comme Baerbock, qui a maintenant 43 ans,
donc bien en dessous de 50, peut imaginer qu'on puisse peut-être un jour gravir les échelons jusqu'à l'OTAN ou la Commission européenne. Il y a beaucoup d'intérêt derrière ces individus. Ils ne font pas ce qui est bon pour l'Allemagne, mais ce qu'ils croient être bon pour le bien commun. Pensez-vous aussi que c'est une motivation majeure pour ces gens? Sehen Sie das auch so, dass das eine treibende Motivation dieser Leute ist? Naja, das Programm ist Me, Myself and I. Ich. Eh bien, le programme est moi, moi et moi. Moi, moi, moi. Et puis il n'y a rien pendant longtemps, et ensuite viennent les autres. Ce qui est frappant, c'est que chez ce personnel de haut niveau, le désir de reconnaissance personnelle dépasse de loin les compétences. Je le vois surtout chez les jeunes femmes comme Madame Baerbock ou Madame Kallas d'Estonie, mais aussi chez beaucoup d'autres. J'ai récemment assisté à une discussion de fond à la Société allemande de politique étrangère. Là, l'ancienne directrice politique du ministère des Affaires étrangères et actuelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Canada, Sabine Sparwasser, a déclaré « Nous ne tenons actuellement pas compte des propositions du Sud global pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mon accompagnatrice et moi, nous sommes regardés. » Meine Begleiterin und ich, wir schauen uns an. Dann tritt eine weitere Frau aus dem Kreis der deutschen Gesellschaft. Ensuite, une autre femme du cercle de la Société allemande de politique étrangère prend la parole, qui à ma perception était très enceinte, et dit la phrase « Si Poutine veut la guerre, qu'il l'ait ». Je ne sais pas si ces dames pensent à leurs enfants, ou si elles ont même une idée de ce que signifie la guerre. J'ai été dans 3 guerres. J'ai une idée de ce que signifie la guerre. Et maintenant, il y en a qui ont fait leur carrière en portant la mallette des autres, avec de telles phrases. C'est pourquoi mon jugement est le suivant. Avec ce personnel, l'ambition dépasse les compétences. Et je vous dis encore quelque chose. Si le personnel politique de haut niveau est resté au niveau de l'acquisition du langage des enfants, alors toute personne capable de parler 3 phrases allemandes sans faute semble être incompréhensif de Poutine. C'est le dilemme de la discussion politique aujourd'hui. Das ist das Dilemma der politischen Diskussion heute. Herr Barth, das, was mich so unglaublich beängstigt, Monsieur Barth, ce qui m'effraie tellement, c'est que dans mes conversations avec d'autres collègues en Europe, j'entends toujours dire que l'Europe se prépare en ce moment. Je l'ai entendu récemment d'un collègue finlandais. En Finlande, la question dans les médias publics n'est pas de savoir si la guerre va arriver, mais quand. Et j'entends toujours « la guerre arrive, la guerre arrive ». in letzter Zeit in Europa immer wieder. Und wenn wir uns jetzt schon mental darauf vorbereiten lassen, Et si nous nous préparons déjà mentalement à la guerre, alors nous ne devrions plus nous étonner lorsqu'elle arrive réellement. Bien sûr, nous avons déjà la guerre en Europe. La guerre est en Ukraine, et les Ukrainiens saignent et les Russes saignent. La question est de savoir si elle va s'étendre ou non. Cette préparation constante à plus de guerres que nous voyons dans les médias est pour moi horrible. Nous risquons de nous engager dans une 5e guerre générale en l'espace de 100 ans. Pouvez-vous expliquer, peut-être dans le contexte allemand, d'où vient ce récit pro-guerre dans les médias en ce moment? Die Medien sind nach meiner Wahrnehmung herabgesunken. Les médias sont selon moi devenus des lèche-bottes de l'OTAN. Ce que le bureau de presse de l'OTAN leur crache, ils le lèchent avidement. Cela a des causes. Premièrement, la propagande, qui est très étendue. Deuxièmement, les structures de propriété des médias. Troisièmement, les distorsions sociales lors de l'entrée dans cette profession. Quatrièmement, les conditions de travail elles-mêmes, qui se sont de plus en plus détériorées. Et cinquièmement, la numérisation et la manière dont elle affecte les médias. Ces facteurs se multiplient les uns les autres. Premièrement, la propagande. Il y a des années, plus de 27 000 spécialistes en relations publiques travaillaient uniquement pour le Pentagone des États-Unis. Nous ne parlons pas encore de la Maison-Blanche, de toute l'administration américaine ou de la CIA. Nous ne parlons pas non plus de l'OTAN ou du bureau de presse fédéral.
Alors que simultanément, le personnel a été réduit dans les rédactions. Je le sais bien moi-même en tant que rédacteur. On peut aussi télécharger des déclarations de Jens Stoltenberg depuis le site web de l'OTAN ou le service de presse de l'OTAN. Oui, c'est bien plus pratique que d'aller à Bruxelles et de faire une interview soi-même. Cela permet également d'économiser des coûts. Deuxièmement, les structures de propriété dans les médias. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une forte monopolisation dans le secteur des médias. Cela signifie que de moins en moins de groupes possèdent de plus en plus de médias. Le publiciste Paul Seth a écrit il y a plus de 50 ans « La liberté de la presse, c'est la liberté de 200 personnes en Allemagne de diffuser leur opinion. » Et cela est devenu encore plus strict et plus dur. Et ces entreprises qui possèdent les médias ont des intérêts. Les chefs d'entreprise ont des intérêts qui sont très étroitement liés à ceux des gouvernements. Pour une raison très simple. Les acteurs principaux se rencontrent le week-end sur le terrain de golf. J'ai essayé de l'expliquer à certains ignorants de mon ancien diffuseur NDR. L'état profond, ce n'est pas quand 5 personnes se rencontrent masquées à 4 heures du matin dans un parking souterrain. L'état profond, c'est l'Elbchaussee. Ces accords sont pris en public et puis on les transmet par la voie hiérarchique le lendemain matin. Troisièmement, j'ai parlé de déformations sociales qui surviennent lors de l'entrée dans le journalisme. Je le sais encore de ma propre biographie. Cela nécessite toute une série de stages, des stages dans les rédactions qui souvent ne sont pas du tout rémunérés. Seuls les enfants issus de milieux bourgeois plus aisés peuvent généralement se le permettre. Et cela conduit à une sélection sociale. Ce sont principalement des personnes pour qui le chômage, la pénurie de logements et les difficultés financières sont totalement étrangers sur le plan biographique. Et c'est pourquoi ces aspects sont également relégués au second plan dans les reportages ultérieurs, car ils ne jouent tout simplement aucun rôle dans la biographie des décideurs. Mais ces décideurs, issus de la bourgeoisie aisée, peuvent souvent espérer hériter des fonds d'action de leurs parents. Et si un fonds d'action est bien diversifié, il contient également des actions de l'industrie de l'armement. Ainsi, ils profitent indirectement de cette guerre en Ukraine. Ils ne disent pas cela, mais ils disent que nous devons aider les pauvres Ukrainiens contre le méchant Poutine. Et c'est hypocrite. Quatrièmement, la situation de l'emploi dans les médias. Regardez, j'ai été pigiste pendant 15 ans. En tant que pigiste, vous proposez 3 fois de suite un sujet à votre chef qu'il ne veut pas. Eh bien, il faut toujours y réfléchir. Cela ne convient pas à l'émission d'aujourd'hui ou ne convient pas au journal d'aujourd'hui. Eh bien, il faut être très prudent. La 4e fois, vous avez compris. Ensuite, vous proposerez à votre chef un sujet que vous pensez qu'il acceptera. Pour une raison très simple, vous êtes payé à la minute d'antenne ou à la ligne, et à la fin du mois, vous devez payer votre loyer. Et ainsi, vous adoptez la manière de penser et les critères d'évaluation de vos supérieurs, des décideurs, en tant que jeune collaborateur indépendant. C'est comme un implant cérébral. Et c'est exactement cela, l'obéissance anticipée. Vous pensez ensuite comme eux, vous ne vous en rendez même plus compte. Et c'est pourquoi ces personnes ne remarquent plus leur adaptation insidieuse. L'écrivain américain Upton Sinclair a écrit il y a de très nombreuses années « Il est difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose quand son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. » Et c'est vrai, c'est exact. Et maintenant vient la numérisation. La consommation des médias se fait aujourd'hui en grande partie via le smartphone. Je le constate moi-même aussi. On se tient dans le métro ici à Berlin, tout tremble, et on se fait bousculer. Le matin c'est plein, et on regarde les nouvelles sur le smartphone, et on les lit. Cela signifie que c'est plus une chose à laquelle on se concentre pleinement.
En conséquence, les temps de perception lors de la réception deviennent plus courts. Avec des temps de perception courts, il ne s'agit plus de profondeur de contenu, de contexte et d'arrière-plan, mais de l'impulsion de perception émotionnelle immédiate. On pourrait dire de manière provocante que l'information est remplacée par la mobilisation et la monétisation des ressentiments. La captation des émotions crée de l'attention et des clics. C'est selon ce mécanisme que fonctionnent les médias aujourd'hui. Alors, l'information est remplacée par la mobilisation et la monétisation des ressentiments. Il ne s'agit plus de recherche. Il s'agit de personnaliser, de scandaliser et de dramatiser, et de dénoncer. Car la dénonciation, c'est facile à comprendre. Mais les origines de cette guerre en Ukraine sont très compliquées et remontent loin dans l'histoire. Il faut y réfléchir, et cela n'a plus lieu. Tous ces facteurs réunis conduisent à une information post-factuelle. Il ne s'agit plus d'information et de fidélité aux faits, mais de stimuler et d'exciter émotionnellement le percepteur, le lecteur, le spectateur. Ich gebe Ihnen absolut recht. Ich versuche mir immer einfach noch zu erklären. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'essaie encore de comprendre comment il est possible que beaucoup de gens ne perçoivent pas cela comme un tel processus. Car quelque chose que nous avons clairement vu ou voyons dans la couverture médiatique du conflit en Ukraine, c'est cette extrême émotionnalisation et aussi la diabolisation de l'explication. Donc, expliquer pourquoi la Russie a décidé de franchir les frontières avec des chars et du personnel militaire le 24 février 2022. C'est ainsi qu'on le décrirait de manière neutre. Si on le décrit comme une invasion, le mot invasion est déjà lourd de sens et chargé d'autres significations. Ou si l'on disait par exemple une mission de maintien de la paix, comme cela se fait souvent, donc le peacekeeping. Ou si l'on utilisait le mot russe d'une opération militaire spéciale, on entre déjà dans un cadrage. Il est étonnant que beaucoup de gens ne remarquent pas qu'ils se trouvent déjà dans un cadrage très étroit dans la couverture générale des médias dominants. Pouvez-vous expliquer pourquoi cela ne se remarque pas? Des gens comme vous et moi remarquons immédiatement ces mots lorsqu'un cadrage se présente devant nous. Mais beaucoup d'autres non. Je voudrais en particulier demander aux gens en Allemagne de réfléchir à une phrase de Frédéric le Grand. L'agresseur est celui qui oblige l'adversaire à prendre les armes. Cette phrase remonte à Machiavel, car Frédéric le Grand avait lu Machiavel. Il le connaissait. C'est une réflexion importante pour comprendre cette guerre en Ukraine. Les Russes ont commencé une guerre d'agression en violation du droit international. Mais la guerre a une histoire. Ce n'est en rien une guerre d'agression non provoquée. Je veux juste souligner que le gouvernement de Kiev a bombardé ses propres compatriotes dans le Donbass entre 2014 et 2021 avec de l'artillerie, des missiles et des mines. Zwischen 2014 und 2021 mit Artillerie, Raketen und Minen beschossen. Es sind mehr als 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Plus de 14 000 personnes ont perdu la vie, dont un grand nombre de civils. Cela fait également partie d'un tableau d'ensemble, montrant que la guerre a une histoire préalable dans une guerre civile qui a été tolérée, voire encouragée par l'Occident. On ne peut pas atteindre la paix de cette manière. Mais en ce qui concerne la réaction des gens, deux facteurs me sautent aux yeux. Le premier a quelque chose à voir avec les conditions économiques et sociales, en particulier en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Pologne. Ce sont tous des pays néolibéraux. Das sind alles neoliberale Länder. Im Neoliberalismus ist die Wirtschaftsordnung Dans le néolibéralisme, l'ordre économique et l'État sont caractérisés par le démantèlement social, les privatisations
et l'individualisation des risques de la vie. Cela signifie pour les familles que là où un salaire suffisait autrefois, 2 salaires sont désormais nécessaires pour nourrir une famille de manière satisfaisante. Si les parents ont 2 enfants, doivent rembourser une petite maison ou un appartement en centre-ville, ils passent toute la journée à courir. Quand, s'il vous plaît, ces parents devraient-ils encore réfléchir aux nouvelles? C'est tout simplement impossible. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und der zweite Punkt ist, da kommt noch drauf, das haben wir in der Corona. Le deuxième point est, comme nous l'avons surtout vu pendant la crise du Covid, une stratégie de domination des États, en particulier en mode de crise, et la mobilisation des peurs. Il s'agit de forcer l'obéissance anticipée en générant de la peur. Et il y a beaucoup de gens qui veulent compenser cette peur ou la compensent inconsciemment en s'appuyant sur des autorités, sur l'État fort, sur le grand frère, et en se déplaçant dans son ombre. Cela va jusqu'à l'arrogance du pouvoir emprunté de personnes comme Madame Büchster de la Commission d'éthique. Et seulement environ 1/3 de la population est directement résilient ici. En Allemagne, ce sont surtout les personnes de la partie orientale du pays. Car les personnes âgées ont déjà vécu ces mécanismes de répression étatique et la création de la peur à l'époque de la RDA. Beaucoup de gens ici dans la partie orientale de Berlin, en Saxe, en Thuringe, en Saxe-Anhalt et en Mecklembourg-Poméranie occidentale me disent « Nous avons déjà vécu tout cela, nous ne nous laisserons plus avoir. » Mais en particulier, les gens de l'Allemagne de l'Ouest, qui ont grandi dans un niveau de prospérité plus élevé et dans un État plus démocratique, n'ont pas appris cette force de résistance et cette perspicacité dans leur vie. Et ils tombent dans ces mécanismes de répression. D'une part, les gens sont poussés par les circonstances économiques. Tout cela est très difficile. L'Allemagne perd en niveau de prospérité, il faut en être conscient. Alors que la Russie gagne en niveau de prospérité dans les familles, même si c'est encore à un niveau modeste. D'autre part, les gens contribuent eux-mêmes à leur propre répression en croyant qu'ils peuvent surmonter leur peur en s'appuyant sur des plus forts. C'est la question que Spinoza a posée. Pourquoi désirez-vous votre répression comme s'il s'agissait de votre salut? Et cette question est juste. Wie viel von diesen Mechanismen haben Combien de ces mécanismes ont à voir avec le fait que nous aimons nous croire du bon côté de l'histoire, que nous aimons avoir le sentiment que cette fois-ci, nous faisons tout correctement? Cela me semble presque grotesque, comme nous l'entendons toujours de la part du gouvernement allemand, qu'il faut se ranger derrière Israël pour combattre l'antisémitisme lorsqu'il s'agit de prendre position dans le conflit avec le Hamas, ou qu'il faut se ranger derrière l'Ukraine. Donc pas derrière l'Ukraine, mais derrière ceux qui veulent plus de guerre pour mettre fin à ce combat. Mehr Krieg wollen, diesen Kampf zu beenden. Viel dahinter hat auch mit diesen Werten. Et beaucoup de cela a aussi à voir avec ces valeurs, ce discours sur les valeurs, et plus rien avec une reconnaissance des réalités telles que nous les avons également dégagées du journalisme ou de la recherche. Donc si Amen à B, à C, à D, mais on parle beaucoup plus de morale et de valeurs. Comment voyez-vous ce discours sur les valeurs? Comment est-il lié aux autres mécanismes qui influencent actuellement le public en Allemagne et en Europe? Die Allgemeinheit in Deutschland und in Europa eingepeitscht wird. Das ist eine schwierige Frage, deswegen, weil jeder C'est une question difficile, car chaque psychanalyste et chaque psychosociologue sait que les questions psychologiques, les questions de culpabilité et de traitement psychique doivent également être historicisées. Cela signifie que dans différentes formations sociales, la psychosociologie et la capacité de traitement des gens sont toujours différentes. C'est pourquoi nous devons le concrétiser. Si je peux l'expliquer pour la République fédérale d'Allemagne, et comment je le vois aujourd'hui, nous avons bien sûr
et ma famille en est également impliquée, infligeait d'énormes souffrances aux gens en Union soviétique. Avec une guerre d'agression illégale au regard du droit international, si nous avions déjà eu un droit international élaboré à l'époque avec l'attaque contre l'Union soviétique. Environ 27 millions de morts. Cela représentait presque un quart de la population de l'époque. Et les victimes du siège de Leningrad ne sont toujours pas reconnues par la République fédérale d'Allemagne comme des victimes d'un crime de guerre. Pas encore aujourd'hui. Le gouvernement fédéral s'y oppose car cela entraînerait des paiements de dommages et intérêts. Et c'est un niveau de culpabilité et de responsabilité très difficile à digérer. Bien sûr, je ne suis pas personnellement responsable en tant que personne issue d'une famille qui a également été profondément impliquée de ce que mes ancêtres ont fait. Mais j'ai en quelque sorte la responsabilité de veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Et il y a une manière, pardonnez-moi. C'est justement la question. Oui, et il y a une manière de se décharger de cette culpabilité en disant « Je suis enfin du côté des bons ». Alors je peux en quelque sorte enlever cette montagne de culpabilité de mes épaules. Je peux respirer à nouveau et je peux à nouveau pointer du doigt les autres. Et ce processus se produit quand une femme comme Baerbock se lève et dit « Je suis ici à Francfort dans l'auditorium, et ici mon grand-père était déjà, je me tiens sur les épaules de mon grand-père, qui à l'époque combattait déjà contre les Russes. » Là, la vérité historique est détruite. L'histoire réelle est inversée. Pourquoi est-elle inversée? Parce que cela profite à l'ambition d'une personne vivant aujourd'hui et à ses conseillers américains. Et ainsi, on essaie de construire de nouveaux récits pour compenser la culpabilité. Permettez-moi de dire encore une chose. De nombreuses familles allemandes ont eu des victimes dans la bataille de Stalingrad. Cela provoque également une colère latente, car quelqu'un est mort misérablement au front, de faim ou de froid. Souvent, on n'a aucune indication sur ce qui est arrivé aux arrière-grands-pères. Il y a déjà une colère latente, qui a été maintenue en échec par le complexe de culpabilité et la responsabilité. Peut-être aspire-t-on inconsciemment à pouvoir à nouveau exprimer la colère de cette perte. Et je crois que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Est-il possible que nous ayons pensé avoir surmonté la Seconde Guerre mondiale? Que nous, en Europe de l'Ouest, étions d'avis que c'était enfin classé historiquement? Je crois que les Russes perçoivent encore cette guerre de manière très différente. Mais nous, en Occident, pensions que c'était terminé, et nous n'avons pas remarqué que nous ne l'avions jamais vraiment surmonté, que nous ne nous sommes jamais vraiment confrontés à ce qui s'est passé pendant la guerre. Peut-être aussi parce que la question de la culpabilité envers nos propres concitoyens, les Juifs en Allemagne et en Europe, est si grande. Cela a tellement dominé que nous avons complètement oublié que nous avons aussi fait du mal à beaucoup d'autres nations. Et je dis nous, parce que mon arrière-grand-oncle, du côté maternel, est également mort sur le front de l'Est. En tant que nazi dans la SS, ne l'avons-nous jamais surmonté? Un de mes meilleurs amis, le professeur Robert E.H. Kirby, avec qui j'ai écrit un livre, est un juif américain. Et une de mes meilleures amies ici à Berlin est juive. Cela ne diminue pas la souffrance du peuple juif. Quand on dit en tant qu'Allemand que tout a été bien pire, parce que nous n'avons pas seulement tué des juifs, mais aussi beaucoup d'autres, c'est une réduction de la culpabilité et de la responsabilité. Lors des commémorations officielles, on fait souvent Mai comme si nous n'avions tué que des juifs. C'est déjà assez grave, mais il y en avait aussi beaucoup d'autres.
Il y avait aussi des Polonais. Je voudrais vous raconter une histoire. Je suis entièrement d'accord avec vous. La ville de Wartau a un merveilleux musée juif. Un musée magnifique, bien meilleur que celui de Berlin. Il en dit beaucoup plus sur l'histoire juive. Vraiment bien fait. Mon ami polonais Przemek ne voulait pas entrer quand je voulais visiter le musée. Je lui ai demandé, oui Przemek, pourquoi ne veux-tu pas entrer? C'est intéressant. Il a dit que nous, les Polonais, avons aussi souffert. Ça crée une sorte de concurrence entre les victimes, et c'est très malheureux. Il faut, je trouve, reconnaître la souffrance des autres, même si on a soi-même souffert. Et c'est important pour moi que nous ne l'ignorions pas. La responsabilité consiste à faire en sorte que ces choses ne se reproduisent pas. C'est pourquoi je dis clairement, ce n'est pas de l'antisémitisme de critiquer le gouvernement Netanyahou pour ce qu'il fait à Gaza. Ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est une reconnaissance des réalités politiques. J'y attache une grande importance. On ne doit pas brouiller les choses. C'est exactement ce qui est tenté pour faire avancer des intérêts politiques. C'est évident. Je n'ai jamais pensé que cela pourrait aussi être lié à la perception de la Seconde Guerre mondiale. J'étais tellement plongé dans le monde des idées de la guerre froide et de la révolution de 89-90, c'est-à-dire la transformation de l'Europe, que je n'ai jamais envisagé qu'une partie de ce qui se passe en ce moment n'est pas seulement liée à la guerre froide, mais aussi à la guerre précédente. Nous ne sommes pas encore sortis de cette spirale, mentalement et psychologiquement, et nous la poursuivons peut-être maintenant. Lors de vos voyages en Ukraine et en Russie, quel rôle joue la Seconde Guerre mondiale en Russie et en Ukraine dans la perception des événements actuels? La Seconde Guerre mondiale a été une coupure fondamentale pour toutes les personnes en Europe de l'Est, et le souvenir en est maintenu de différentes manières. Mais elle joue un rôle important dans tous les pays à l'est de Berlin. Récemment, j'ai rendu visite à des amis à Saint-Pétersbourg. Nous étions près de Pouchkine, dans un grand parc de châteaux. Le contexte était qu'une amie à moi a une fille de 16 ans qui apprend l'allemand à l'Institut Goethe. La mère voulait qu'elle parle avec une locutrice native. Cela a bien fonctionné. Nous nous promenions donc dans le parc du château et nous parlions en allemand et en russe. Nous sommes alors arrivés à une vieille orangerie, complètement détruite par les tirs. Ceci est une plaque commémorative. Cela s'est passé lors du siège de Leningrad. Et l'orangerie n'est justement pas reconstruite, en souvenir. Le reste est magnifiquement restauré. C'est excellent. C'est un parc merveilleux, un parc italien à l'est de l'Europe. Cela montre aussi que les Russes sont des Européens, contrairement à ce que prétend Florence Gaube, cette propagandiste de l'OTAN, qu'ils ne sont pas des Européens. Tout cela est absurde. Ils appartiennent à la culture européenne. Ici, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est maintenue vivante et elle est présente partout. Nous étions en haut du golfe de Finlande en direction de la Finlande et nous nous sommes baignés là-bas. Les bouleaux vont jusqu'à la plage. L'eau est froide. Quand nous sommes revenus, nous avons vu du fil barbelé dans les buissons. Il pourrit là-bas. Et mon ami a dit, oui, il est là depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la guerre russo-finlandaise, depuis la guerre d'hiver. Ainsi, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont visibles et perceptibles partout ici. Christa Wolf a écrit dans son roman Trame d'enfance, « Le passé n'est pas passé, il n'est même pas passé ». Je le remarque aussi dans ma biographie. Permettez-moi de donner un exemple. J'étais au Kosovo en 1999 en tant que reporter. J'étais à l'hôpital de Prizren. Il y avait 2 garçons, 12 et 14 ans, allongés sur des draps complètement ensanglantés et dans des bandages ensanglantés. Ils voulaient se gratter le pied, mais il n'y avait plus de pied car ils avaient été amputés de la cuisse.
Aber da war kein Fuß mehr, denn sie waren Oberschenkel amputiert. Und das haben die gar nicht nervlich, gar nicht begriffen. Diese Kinder haben Et ils ne l'ont pas du tout compris, nerveusement. Ces enfants voulaient faire passer des armes d'Albanie au Kosovo pour l'UÇK. Ils ne pouvaient même plus pleurer. Il n'y avait plus qu'un gloussement. Quand on a vécu quelque chose comme ça, on ne tombe plus dans la propagande des fauteurs de guerre. Et deuxièmement, on ne se débarrasse jamais de ces images. Christa Wolf a dit, le passé n'est pas passé. Il n'est même pas passé. Parfois, je me réveille la nuit et je vois ces images. C'est pourquoi il est une tâche permanente de s'y confronter, afin que les choses ne se répètent pas. Qui ne connaît pas le passé est condamné à le répéter. C'est le point. Der ist gezwungen, sie zu wiederholen. Das ist der Punkt. Ich nehme dieses Thema genauso wahr wie Sie und nehme es genauso ernst. Je perçois ce sujet de la même manière que vous, et je le prends tout aussi au sérieux. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre comment nous pouvons avoir des gens en Europe qui se tiennent réellement devant des caméras et disent que les armes sont le chemin vers la paix. Cela me peine qu'il y ait cela, et qu'il y ait des gens qui l'approuvent, même s'ils ne le disent pas eux-mêmes. Mais c'est approuvé. En tant que chercheur en relations internationales, je me demande simplement, Monsieur Barth, avons-nous une influence là-dessus? Il y a un Russell Brand, un commentateur anglais, qui parle beaucoup des affaires mondiales. Kommentator, der viel zum Weltgeschehen erzählt. Er hat auch eine sehr große Gefolgschaft und er ist sehr, sehr animiert. Il a aussi une très grande suite et est très, très engagé. Et il a dit une fois en passant, et j'ai trouvé cela extrêmement brillant, que ces gens, ces fauteurs de guerre, donc les Stoltenberg du monde, et les Biden, et peut-être aussi les Baerbock, et ainsi de suite, ne sont rien d'autre que les puces dans le pelage du chien de la guerre. Dans le sens où ces nations se déplacent, et nous avons l'impression qu'elles sont dirigées. Mais en réalité, ces gens ne sont que le résultat de l'endroit où nous sommes déjà arrivés. Et en fait, on ne contrôle plus du tout les bêtes. Und eigentlich hat man die Bestien gar nicht mehr unter Kontrolle. Haben Sie das Gefühl, dass Avez-vous le sentiment que non seulement la guerre, mais aussi des nations comme l'Allemagne, les États-Unis et la Russie sont sous le contrôle de ceux qui détiennent réellement le pouvoir? Ou observons-nous seulement le résultat de la direction dans laquelle nous avons été poussés? Surtout en tenant compte du fait que nous avons maintenant appris que Joe Biden n'est pas responsable de ce qui se passe aux États-Unis. Avez-vous l'espoir d'une correction politique de la direction dans laquelle nous semblons être poussés? Wohin wir anscheinend hinzutreiben, wo wir hintreiben. Politiker sind die Flöhe im Fell des Krieges. Les politiciens sont les puces dans la fourrure de la guerre. Nous devons citer la source. Je le vois de la même manière. Shakespeare écrit dans la tragédie du roi Lear, « C'est la peste de l'époque, quand des fous mènent les aveugles. C'est la malédiction des temps, quand des fous guident des aveugles. » Shakespeare l'a reconnu, et nous en sommes à ce stade. Restons au niveau des fous. Nous avons un président encore en fonction aux États-Unis, dont on peut raisonnablement douter de la santé mentale. Nous aurons bientôt comme représentante extérieure de l'UMM une femme Kallas d'Estonie, que l'on peut, sans exagérer, qualifier de fanatique. Son prédécesseur, Borrell, dit que l'UMR est la civilisation, le reste dehors est la jungle. Je ne sais pas s'il a compris le développement des 20 dernières années de BRICS+. Ce sont des gens qui, à mes yeux, sont caractérisés par ce que Sigmund Freud expose dans son écrit sur le narcissisme. Il y décrit deux caractéristiques du narcissisme: la mégalomanie et la perte de la réalité. D'où le ministre de l'économie Habeck tire-t-il l'audace de se rendre en Chine et de vouloir les sermonner. Un peuple de 80 millions veut sermonner un peuple de 1,4 milliard. Cela ne provoque qu'un sourire froid à Pékin. D'où tire-t-il cette audace?
C'est certainement l'annonce que personne ne veut entendre. Et c'est le contraire de la diplomatie. Je veux dire, qui est responsable? Nous avons en Europe des élites corrompues de manière transatlantique. Et cela a beaucoup à voir, à mon avis, avec la deuxième guerre d'Irak en 2003. À l'époque, le chancelier allemand Gerhard Schröder, le président français Jacques Chirac et le président russe Vladimir Poutine ont décidé de ne pas participer à cette guerre d'agression illégale des Américains qui a fait des centaines de milliers de morts. Et il y a eu immédiatement une discussion sur la vieille Europe et la nouvelle Europe. Et la nouvelle Europe, Varsovie et ainsi de suite ont finalement participé, etc. Et là, à Washington, dans les cercles néoconservateurs de l'establishment de la politique étrangère, on a décidé que ça ne devait pas se reproduire. Nous devons imposer l'allégeance. Et on le fait en remplaçant le personnel. Partout en Europe, nous voyons aujourd'hui des acteurs politiques qui suivent cette politique américaine parce qu'ils ont fait carrière dans des organisations transatlantiques ou sont en lien avec des organisations transatlantiques. Sigmar Gabriel, Atlantic Brücke, Annalena Baerbock, Young Global Leaders, regardez en France, Macron et son premier ministre démissionnaire Attal. Ce sont des gens qui ont été socialisés dans le secteur bancaire international. Ils ont plus de contact avec leurs collègues du secteur bancaire international qu'avec leur propre population. Cela ne les intéresse absolument pas. C'est une élite transnationale qui voyagent autour du globe pour produire quelques belles images télévisées pour les gens à la maison. Sinon, ils se rencontrent dans leur club, à leurs conférences et pour une tape sur l'épaule de Washington. Ils font tout pour cela, car cela satisfait leurs propres besoins de reconnaissance et leur propre carrière. Voilà à quoi cela ressemble. Cette élite doit être remplacée avant que quelque chose ne change. Et cela se fait dans les démocraties, avec le bulletin de vote, ou en exerçant son droit de se rassembler pacifiquement en plein air. Il n'y a pas d'autre moyen. Avec ces personnages, il n'y aura plus de paix en Europe. Je souhaite à ces gens qu'on forme, pour ainsi dire, un régiment, pas même pour le front, mais peut-être pour ramasser les morceaux de corps derrière le front. C'est salutaire. Et bien sûr, ces gens sont aussi poussés. Si vous regardez la littérature spécialisée, vous pouvez montrer économiquement et sociologiquement que dans toutes les nations industrielles développées de l'Occident, le taux de profit diminue depuis environ 4 décennies. Die Profitrate fällt. Die Profitrate, das ist das Verhältnis des Gewinns zum eingesetzten. Le taux de profit, c'est le rapport entre le bénéfice et le capital investi. Et cela se détériore pour les entreprises. Le capital devient alors nerveux. On peut contrer une baisse du taux de profit, par exemple en réduisant les salaires, en rationalisant, en réduisant les coûts de production, en ouvrant de nouveaux marchés et en augmentant la production, ou en se procurant des matières premières moins chères, mais aussi par une guerre. Car la guerre conduit à la destruction de capital. Ensuite, l'accumulation primitive peut recommencer. Toutes ces possibilités sont offertes par l'Ukraine. Les sols de terre noire permettent une production agricole expansive, des terres rares et des matières premières faciles à obtenir. Seltene Erden, Rohstoffe, die billig zu beschaffen sind. Le penseur autoproclamé de la politique étrangère de la CDU, Kiesewetter, a souligné « Des travailleurs bon marché et maintenant la guerre ». Il faut dire que la guerre est alimentée par les contraintes d'exploitation du capital. Regardons à qui appartiennent les entreprises en Allemagne. Dans presque toutes les grandes entreprises, et aussi dans de nombreuses PME, des investisseurs financiers américains sont présents. En tête de liste, BlackRock, Vanguard et tous les autres. Maintenant, regardons l'Ukraine. BlackRock et JP Morgan ont signé un contrat avec l'État ukrainien pour que ces deux investisseurs financiers gèrent la dette publique de l'Ukraine. Donc on peut gagner de l'argent avec des dettes. Also mit Schulden kann man Geld verdienen.
Surtout quand on sait qu'ensuite toutes les charges seront reportées sur l'Union européenne et ses contribuables. Il y a encore des commissions pour la gestion. Et là, on voit bien qu'il y a un intérêt dans cette guerre. Ce sont les investisseurs financiers internationaux. Et comme on me demande toujours, on me qualifie toujours d'ami des Russes. Bien sûr, la Russie est un pays avec des déficits démocratiques considérables. Mais maintenant, regardons l'économie. C'est aussi un pays néolibéral. Que se passe-t-il là-bas? La Russie est avant tout un pays avec une population en déclin. Le nombre d'habitants diminue. Cela a beaucoup à voir avec les années d'effondrement économique sous Boris Eltsine. Là, les parents n'ont pas eu d'enfants. Cela se répercute sur des décennies. La Russie est un pays avec des disparités considérables, de grandes différences entre la ville et la campagne. Le pays est immense. L'infrastructure doit être renouvelée. Vous pouvez voyager très rapidement avec un Intercity Express en quelques heures de Saint-Pétersbourg à Moscou. Mais essayez d'aller à Kazan. Ce sont des distances tout à fait différentes. Il y a un besoin de développement très important. Il y a un retard dans le domaine de la numérisation. Les villes explosent. À Saint-Pétersbourg, il y a un projet de gain de terrain sur l'île Vassilievski. Da gibt es ein Projekt der Neulandgewinnung auf dem Wassiljewski-Eiland. Da werden mal auf einen Schlag 50.000 Wohnungen. Là, on construit 50 000 logements d'un coup. On aimerait bien voir ça à Berlin. 50 000 logements. Mais ce n'est pas suffisant, car la ville explose. Il y a donc un besoin de développement considérable. Cela signifie que l'économie russe et le gouvernement russe sont principalement concentrés sur le développement intérieur. La Russie est également un pays autosuffisant en matières premières. Ils n'ont pas besoin de l'Ukraine, comme l'Occident a besoin de l'Ukraine pour les matières premières. La Russie a une base de ressources stables. Cela signifie que la Russie n'est pas aujourd'hui un empire expansionniste. La guerre en Ukraine est à mes yeux une guerre préventive contre l'avancée de l'OTAN vers l'Est. Alors le lien avec le capitalisme est que le capitalisme en Occident pousse la guerre en Ukraine pour augmenter les marges bénéficiaires. En Russie, en revanche, le profit du capital est en fait réalisé par la consommation intérieure et le développement intérieur. Was ist das Wort, was ich suche? Binnenwirtschaftliche Entwicklung und Binnenkonsum. Développement économique interne et consommation intérieure. C'est tout à fait clair, il y a encore beaucoup à faire et il n'y a absolument aucune raison d'expansionner ici ou de soumettre des nations étrangères, de les attaquer. Cependant, il y a une raison géostratégique. Les Russes veulent bien sûr garder sous contrôle la base militaire, la base navale en Crimée. C'est bien sûr clair, c'est autre chose. Mais le développement économique, c'est là-dessus que nous nous concentrons. Le capitalisme pousse à de telles guerres. Oui, mais le capitalisme en Russie, dites-vous, ne pousse pas vraiment cette guerre, mais favoriserait plutôt le développement interne. Donc, le capitalisme est plus important comme explication des actions de l'OTAN dans le conflit. Exactement, et aussi pour le rôle de la Russie. Il faut bien sûr analyser le capitalisme russe pour comprendre ce qui s'y passe, car les facteurs économiques sont finalement les facteurs décisifs. Le besoin de développement intérieur est si grand que la guerre en Ukraine freine le développement économique. Cela m'est d'ailleurs confirmé par des politologues en Russie. J'ai parlé avec eux, ce sont des gens éloignés du gouvernement. Mon cercle de connaissances en Russie est plutôt éloigné du gouvernement. Il faut aussi en tenir compte. Nous approchons déjà d'une heure de conversation, mais j'apprécie cela trop pour m'arrêter maintenant. Je dois encore poser une question, et c'est ce paradoxe. Même aux États-Unis, le besoin de développement interne est extrêmement grand. Quand on entend que 20 millions de personnes vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté et que les infrastructures sont en mauvais état,
On se demande pourquoi le capitalisme occidental ne répond pas à ce besoin. Des gens comme Jimmy Dore disent toujours que des personnes vivent sous des ponts et que ceux-ci ne sont même pas réparés. Comment expliquez-vous que le capitalisme occidental ne satisfait pas les besoins internes, mais semble toujours vouloir s'étendre vers l'extérieur et investir dans les guerres ainsi que dans le complexe militaro-industriel? Das erkläre ich mir mit dem Übergewicht des militärisch-industriellen Komplexes. Je l'explique par le poids du complexe militaro-industriel aux États-Unis. Les États-Unis dépensent près de 900 milliards de dollars par an pour l'armement. Ils sont la plus grande puissance militaire et possèdent 11 porte-avions. Ils gagnent des milliards grâce à la guerre en Ukraine. Ce rendement, généré par les guerres, est supérieur au rendement potentiel qui peut être obtenu par la consommation intérieure. Mais ici aussi, le gouvernement Biden contrebalance avec l'Inflation Reduction Act. Mit dem Inflation Reduction Act. Also hier gibt es umfassende Steuererleichterungen. Alors il y a ici des allègements fiscaux et des subventions pour les grandes entreprises, ce qui conduit de nombreuses entreprises à délocaliser leur production aux États-Unis, comme par exemple Daimler-Benz ou Linde. Cela stimule également le développement économique interne aux États-Unis. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a ici un besoin d'action considérable. Mais ce besoin d'action ne sera satisfait par l'industrie que si les marges sont correctes. Et les marges sont actuellement nettement plus basses que dans le secteur de l'armement. C'est le contexte. Alors, en fin de compte, le capitalisme est également une force motrice derrière ce qui se passe ici. En Russie, l'industrie de l'armement est aussi beaucoup plus sous contrôle politique, autant que je puisse en juger de loin. C'est donc un modèle d'armement complètement différent que celui des États-Unis, n'est-ce pas? Nein, nicht ganz. Auch die Russen waren zumindest bis vor dem Krieg. Non, pas tout à fait. Les Russes étaient également, du moins avant la guerre, des exportateurs d'armements et gagnaient de l'argent dans ce domaine. L'exportation de la Fédération de Russie avait deux moteurs puissants, l'industrie de l'armement et les matières premières. Ils se sont reposés sur ces acquis, ce qui a conduit à ce que l'industrie de transformation, comme la fabrication automobile, n'atteigne pas dans leur propre pays le niveau qui aurait été possible. Cela se révèle maintenant être un désavantage. Les économistes et politologues russes confirment que les déficits de développement ne seront pas rattrapés et que la guerre rendra cela plus difficile. Cela concerne à la fois la numérisation et les investissements dans l'industrie de transformation. Bien, Monsieur Barth. C'était une conversation très instructive et approfondie. Si les gens qui vous écoutent maintenant veulent vous suivre ou lire vos écrits, y a-t-il un endroit où vous publiez régulièrement? Sur Twitter, Substack ou ailleurs où les gens peuvent vous suivre? Neues von mir gibt es auf meiner Seite Patrick Barb. Des nouvelles de moi sont disponibles sur mon site patrickbarb.de. Il n'est pas à jour à 100%, je n'arrive pas à suivre. Je n'ai pas de blog pour le moment, c'est une tâche pour l'avenir. Je publie mes livres chez West End Verlag, ils y sont également disponibles. Des deux côtés du front, mes voyages en Ukraine, et aussi le nouveau livre Presse de propagande sont parus chez Intergrund, mais sont également disponibles sur Amazon. Et je publie bien sûr principalement dans les nouveaux médias, Nachdenkseiten, Overton Magazine, là où les dissidents peuvent encore publier en Allemagne. Aussi dans la Weltwoche suisse, bien entendu. Je voudrais simplement conclure en soulignant que je salue les efforts de paix à Kiev et à Moscou du Premier ministre hongrois Orbán. Des ungarischen Regierungschefs Orbán begrüße. Ausdrücklich begrüße. Im Unterschied zu dem, was da in Brüssel oder auch hier in Berlin. Je salue cela expressément. Contrairement à ce qui se dit à Bruxelles ou même ici à Berlin, il doit y avoir une solution de paix.
Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Orban. Nous devons nous rendre compte que des gens meurent ici. Il y a déjà plus d'un demi-million de morts, rien que du côté ukrainien. Je ne peux que mettre en garde chacun contre la poursuite du chemin de la guerre. Car alors un jour, nos enfants aussi regarderont des sacs mortuaires, même ici en Allemagne. Les fauteurs de guerre trinquent si les gens ne leur montrent pas un panneau d'arrêt. Cela nécessite un fort mouvement pacifiste. Und dazu bedarf es einer starken Friedensbewegung. Zum Glück gibt es noch Stimmen für den Frieden. Also Viktor Heureusement, Orbán, ich kann il y a encore des voix nicht pour la danken paix. Ungarn aus- Victor Orban, je ne peux que le féliciter et je remercie la Hongrie de tout cœur pour ce qu'elle fait. Victor Orban est actuellement, pendant que nous parlons, ce lundi 8 juillet à Pékin et discute avec Xi Jinping. À partir de demain ou après-demain, il sera à Washington, au sommet de l'OTAN. S'il y a quelqu'un qui est présent dans tous les comités et participe à toutes les fêtes, c'est bien Viktor Orban. Et s'il y a quelqu'un qui peut rassembler les fils, c'est la Hongrie. Je prie pour que les Hongrois réussissent dans cette entreprise. Monsieur Barth, souhaitez-vous ajouter quelque chose? In diesem Unterfangen. Herr Barth, möchten Sie da noch etwas hinzufügen? Willy Brandt hat gesagt, Frieden Willy Brandt a dit, la paix n'est pas tout, mais sans la paix, tout n'est rien. Et c'est pourquoi mes alliés sont tous ceux qui œuvrent pour mettre fin à la guerre. Ce gouvernement fédéral ne semble pas en faire partie. Diese Bundesregierung ist es offenbar nicht. Patrick, Patrick Barth, merci beaucoup. Je vous remercie.